Lacan, nous et le réel, 18e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Aujourd'hui, nous sommes le 16 juillet 2018 et donc cette séance a lieu juste après un événement médiatique qui est la Coupe du Monde de football qui a eu lieu, la finale a eu lieu hier, le 15 juillet, et je vais vous proposer de mettre les choses en relation telles qu'elles me sont apparues, ou qu'elles nous sont apparues, avec Ramsay, avec qui je travaille, c'est-à-dire la relecture de Freud, le retour à Freud, le énième retour à Freud, puisque vous savez que Lacan disait que Freud était notre père à tous dans la psychanalyse, et aujourd'hui, il y a peu, malheureusement, de psychanalystes dits lacaniens qui font un retour à Freud. Et Lacan, lui, a fait un retour à Freud qu'il a instauré comme officiellement retour à Freud, mais déjà, à l'école de Francfort, il y avait déjà un retour à Freud par rapport aux dérives concernant l'interprétation du texte freudien. Donc, nous avons relu Totem et Tabou, extraordinaire, et puis nous sommes partis aussi d'une réflexion de Ramsay sur un extrait du livre Total Recoil de Slavoj Žižek, où il parle de ce qu'il appelle le paradigme d'Hölderlin. Le paradigme d'Hölderlin se dit là où croit le danger, croit aussi ce qui sauve. Et Žižek applique une critique très très bien menée, magnifique, sur ce paradigme d'Hölderlin, en présentant le travail de Hegel, justement, comme ce qui vient invalider ce paradigme d'Hölderlin, donc on y reviendra tout à l'heure. Et puis, j'ajouterai que le travail de la psychanalyse, ce en quoi, vous le savez, à la suite de Slavoj Žižek, je réinscris pleinement l'enseignement lacanien dans la trajectoire tracée par Hegel, qui elle-même s'inscrit dans un registre de la possible libération de l'homme, qui court à travers les premiers écrits dont nous disposons de ce qu'on appelle les présocratiques, mais qui trouve déjà chez Platon la possibilité de la révolution subjective mondiale infinie, tel que le dit Hegel lui-même, en qualifiant le travail de Platon sur la République. Et donc ce travail de désaliénation, donc de libération, qui est un travail en fait qui est contraire à celui de la pesanteur, puisque la pesanteur nous entraîne vers le bas, et cette libération est en quelque sorte une force, un peu comme justement quand on dépasse la puissance d'attraction de la gravité qui nous entraînerait vers le haut, c'est-à-dire notre libération. Alors si vous me faites crédit quelques minutes, qui vous mettez un peu en veilleuse vos habitudes critiques et analytiques sur le rapprochement de faits qui n'ont a priori rien à voir, comme par exemple cette Coupe du Monde de football et la liesse populaire qu'elle entraîne, et puis aussi les débordements qu'elle entraîne, avec Totem et Tabou de Freud, et avec le paradigme hölderlinien,
peut-être que si vous m'accordez un peu de crédit et que vous vous contentez, non pas d'opposer dans votre tête chaque fois des contre-exemples de ce qui vous viennent, etc., les choses qui vous paraissent tellement absurdes, mais que vous acceptez cette base de départ, peut-être qu'à la fin de ce séminaire, on pourra y voir un peu plus clair sur les enjeux, justement, de ce qui se passe quand aujourd'hui nos sociétés sont soumises à un événement de cette taille-là et l'impact qu'il a sur nous. Donc cette Coupe du Monde de football, comme vous le savez, opposait hier en finale l'équipe de France à l'équipe de la Croatie, et la France a finalement emporté le match par 4-2. Ce qui a donné immédiatement, et c'était prévisible parce que déjà l'accession en finale avait provoqué ce genre de mouvement, une espèce de liesse populaire spontanée. C'est-à-dire des tas de gens se mettent à descendre dans la rue, à occuper les espaces publics, et il y a une forme de cohésion, disons, apparente, liée sur le mode du partage d'une émotion. Et on remarque déjà qu'effectivement, si on se place dans la chronologie de notre inscription dans le temps, du point de vue, en tout cas, de l'enseignement lacanien, nous sommes depuis un certain temps pris dans ce que Lacan appelle le discours capitaliste, qui est un discours qui n'en est pas un au sens purement technique du terme, c'est-à-dire au sens lacanien, puisque ce qui caractérise les discours dans la théorie des discours, c'est de faire lien social, des liens sociaux qui sont soigneusement organisé et réglementé par un certain type de rapport à la jouissance. Or, le discours capitaliste, c'est un discours qui ne fait pas lien social parce qu'il est un faux discours issu de la copulation perverse du discours du maître avec le discours de l'université. Ce qui fait que le sujet divisé que nous sommes, et qui est présent dans les 4 autres discours, là, au lieu d'être dans la possibilité d'assumation de sa division, il en est dans le déni le plus profond, puisqu'il s'imagine pouvoir instrumentaliser le langage. C'est-à-dire qu'au lieu d'être un effet du signifiant, c'est-à-dire un effet du langage, puisque Lacan est très clair là-dessus, c'est-à-dire il dit que c'est non pas la pensée, mais le sujet qu'il soumet au signifiant. Donc le sujet est un effet du signifiant. Notre sujet, hein, dès qu'on dit « je », en fait, nous sommes déjà forcément pris dans un discours. C'est ça hein, que ça veut dire, le sujet comme effet du signifiant. Dans le discours capitaliste, l'illusion est que le sujet, lui, se fait maître du signifiant. C'est-à-dire que c'est lui qui organise les mots pour leur donner des significations. Et qui s'imagine, en jouant comme ça sur les mots, que non seulement il joue sur les choses elles-mêmes, mais qu'en plus, il est le maître d'un langage qui ne va rien dire, qui va se laisser instrumentaliser et torturer, comme si le langage n'était pas lui-même une sorte de puissance. Alors là, évidemment, on est ramené à des zones un peu mystiques ou occultes. Au début était le verbe, etc. Donc il y aurait une puissance dans le verbe. Eh bien oui, bien sûr, il y a une puissance dans le verbe. Donc l'imposture, mais c'est pas vraiment l'imposture, comment dire ça, la prédominance, la prégnance du discours capitaliste est une forfaiture qui vient en lieu et place d'une possible désaliénation, c'est-à-dire une possible libération. Alors, le protocole de la libération, je le donne maintenant, ou de la désaliénation, puisqu'après on va relier ça avec les 2 autres aspects, c'est, dans un premier temps, reconnaître l'aliénation.
C'est-à-dire, pour sortir de l'aliénation, le premier mouvement, c'est de se réconcilier avec l'aliénation. C'est-à-dire savoir que nous sommes, en tant que corps parlant, en tant que par-l'être, nous sommes tous sujets, au sens d'assujettis, soumis au signifiant. Donc, la première, ça c'est l'aliénation. Hein. L'aliénation, c'est que nous sommes soumis au signifiant. Hein. Alors, le paradoxe, c'est dans l'enseignement de Lacan, ça s'appelle le rejet de l'autre, ça, l'aliénation. L'aliénation, ça veut dire que on refuse qu'il y ait cet autre-là qui nous préexiste, le langage, en fait, nous préexiste, nous sommes nommés avant de venir au monde. Donc, cette aliénation-là, elle est déjà présente. Le protocole que propose la psychanalyse de désaliénation, c'est, premier temps, réconciliation avec l'aliénation, c'est-à-dire accepter qu'il y a une préséance de l'autre, du signifiant, sur nous. On l'accepte, effectivement. Mes associations libres ne le sont pas. Je suis, même si je veux parler et dire n'importe quoi, je ne peux pas dire n'importe quoi parce que le signifiant domine mes propos, le signifiant m'assujettit. Premier moment. Et le deuxième moment, donc, après cette réconciliation d'avec le signifiant, c'est un au-delà qui est réinscriptible de cette aliénation-là qui s'appelle séparation, c'est-à-dire ce qui, en nous, va nous permettre de dissocier l'instance du moi, en fait, la légende autour duquel on bâtit nos identifications et l'idée qu'on se fait de nous-mêmes et qui fait partie intégralement de notre identité, et l'autre avec un grand A, qui est dissocié de l'objet petit a, c'est-à-dire ce qui cause mon désir. Donc pour arriver à des choses aussi techniques, là, maintenant, il faut que je revienne un peu en amont. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a cette liesse populaire qui est déjà annoncée, hein, un peu comme une progression dans les matchs de football, en fait, quand vous parcourez Paris, comme ça, de temps en temps, quand il y a un but qui est inscrit et que, en l'occurrence, c'est à Paris et que c'est la France qui joue, on entend cette clameur qui sort des bars, une espèce de puissance comme ça, vocale. Hein, c'est important de comprendre que c'est avec la voix que ça se passe. Une espèce de clameur qui annonce quelque chose de l'ordre d'une communion. La communion qui vient, comment? Elle vient en lieu et place de ce qu'on a l'habitude d'appeler la communication. C'est-à-dire une communion se passe de communication. Comme il n'y a plus de lien social, en fait, l'illusion de faire communauté, c'est de faire communion sur le mode de l'émotion en ayant l'impression de partager quelque chose de l'ordre de cette communauté. Et ça nous renvoie à une position vraiment que Ramsay a appelé tout à l'heure une nostalgie originelle, de ne pas être seul a priori, c'est-à-dire de faire toujours a priori communauté, au moins avec quelqu'un, c'est-à-dire au moins avec sa mère, hein, pour le dire de manière très basique et très simple, c'est qu'en fait on n'est jamais seul quand on est tout petit comme ça. Il y a toujours de l'autre en tant que au moins la mère ou celle qui s'y substitue, en tout cas quelque chose qui vient nourrir, qui vient protéger, qui vient s'occuper, etc. Parce que du fait de notre néoténie, nous ne survivrions pas longtemps en étant tout seuls. Et donc nous sommes a priori des êtres liés au collectif. Or, le discours dominant et la vie que nous menons nous amènent à une solitude de plus en plus souffrante pour beaucoup. Hein. La plupart des souffrances sont liées à ce sentiment de solitude qui est prégnant chez beaucoup de gens. D'un seul coup,
la possibilité de se retrouver en communion avec d'autres est offerte sur un plateau. Ça coûte pas très cher. Là. Vous avez quelqu'un qui vous dit en face de vous on a gagné, vous faites partie de ceux, vous n'avez rien gagné du tout, vous le savez bien. Mais il n'empêche que ça coûte pas très cher de faire plaisir à l'autre et de sourire et de se dire ben, on a gagné. Donc on fait partie de cette communauté. Et cette communauté de l'émotion, elle vient en lieu et place d'une possibilité de communication, c'est-à-dire de faire lien social avec les autres. On ne fait pas lien social avec ceux que l'on rencontre sur le mode de l'émotion, c'est-à-dire un but où tout le monde lève les bras en même temps et il y a une espèce de folie qui s'empare de nous de manière momentanée, où on fait partie d'un très grand collectif sans que finalement ça nous coûte grand-chose. Alors, là, on retrouve notre premier retour, là, à Freud s'impose. Parce que Totem et Tabou est représenté comme peut-être le livre de Freud le plus complexe, je dirais. Complexe au sens vraiment premier du terme, c'est-à-dire avec de la plasticité. C'est un livre qui est construit de telle manière que Lacan lui-même en parle comme le travail le plus tordu de Freud. Il dit c'est tellement tordu que ça peut paraître énervant. Comment il fait le lien entre le complexe d'Oedipe et le père de la horde primitive, comment il fait le lien avec ça et le Moïse du monothéisme, de son dernier livre, donc le Testament de Freud, où il arrive vraiment jusqu'à l'essence même de sa théorie et de son héritage. Hein. Il fait en sorte que ce ne soit pas récupéré. C'est-à-dire que ce que vise Freud, justement, c'est quelque chose qui ne soit pas récupérable de manière partisane, y compris par sa propre communauté originelle juive. Donc il ne veut pas que ce soit justement récupéré uniquement par les juifs. Il faut que ce soit un universel. Et c'est pour ça que c'est si complexe, Totem et Tabou. Parce que de quoi ça parle, Totem et Tabou? Ça parle d'abord du totem, hein, et ensuite du tabou. Alors, avec ça, on est bien avancé. Donc, qu'est-ce que c'est que le totem? Qu'est-ce que c'est que le tabou? C'est la manière dont Freud va utiliser toutes les données de l'ethnologie, de l'anthropologie, etc., pour arriver à concevoir le fait qu'il y aurait, au fond, un invariant qui concernerait tout le monde, y compris nous-mêmes, hein, parce qu'on parle des peuples primitifs, mais par les analogies qu'il fait avec l'enfance de l'humanité, on voit que, en fait, il y a une forme de réminiscence de chacun des stades de l'humanité chez chacun des êtres parlants de cette terre. Donc, on passe au stade embryologique par toutes les formes qui peuplent cette terre, mais aussi aux âges les plus enfantins, on se retrouve à des stades d'évolution des peuples primitifs. Et en fait, par cette analogie-là, il montre que il y a quelque chose de l'ordre d'une ambivalence fondamentale, donc qu'il appelle le totem, et qui est une recherche d'antériorité, et même une recherche, on va le dire tout de suite, hein, je vous abats mes cartes tout de suite, de paternité. C'est-à-dire, au fond, comme on le retrouvera dans le droit romain, hein, qui est encore valable de nos jours, mater certa, pater semper incertus. La mère est toujours sûre, le père toujours incertain. Donc, ce problème de la paternité, évidemment, là, il met en place tout de suite quelque chose d'un peu complexe, puisqu'il s'agit plutôt de ne pas confondre la notion de père avec celle de géniteur. Hein. Alors, évidemment, Freud démontre dans Totem et Tabou que c'est pas tellement évident que ça au départ pour les populations primitives, comme ça l'est pour les enfants, de faire une relation entre le commerce sexuel et la possibilité de procréation. Et donc, qu'il y aurait
un rôle du géniteur dans cette histoire-là. Donc on peut imaginer que, effectivement, ce sont les femmes au départ, et surtout les mères, qui vont porter cette idée de totem. Et que l'ambivalence qui lui est liée fondamentalement au départ va permettre, en fait, au sujet que nous sommes, de trouver sa place dans l'ambivalence dans laquelle nous aussi on est plongé, puisque nous sommes plongés dans un monde des choses, des objets, enfin, même si c'est des objets pas au sens manufacturé du terme, mais des objets au sens où c'est jeté devant, hein, les éléments de la nature, les animaux, les fleurs, les plantes, etc., c'est devant nous, donc on peut considérer ça comme des objets, et aussi le monde extérieur, et le fait que nous sentions et que nous sachions pertinemment que, en tant qu'enfants, nous appartenons prioritairement à tout ça, à un autre ordre, qui n'est pas matériel ni objectif, qui est l'ordre du langage, l'ordre du sujet. Donc cette ambivalence-là nous met aussi face à notre propre ambivalence et nous permet de nous mouvoir là-dessus. Donc on peut dire avec un peu d'humour que justement l'autre, on peut dire le signifiant, ou on peut dire le père, hein, maintenant déjà, bien que on va développer cette notion un peu plus tard pour la différencier de celle de géniteur, en se souvenant quand même que pour Lacan, bien sûr, hein, pour pas qu'il y ait de confusion avec aujourd'hui, c'est cet abêtissement et cet aplatissement de tous les niveaux de discernement, on arrive à opposer, par exemple, les femmes au père. Pour Lacan, c'est très clair que femme est l'un des noms du père. Hein. Donc, il ne s'agit pas d'en présenter là quelque chose à l'aide d'organes génitaux ou d'autodétermination, de je ne sais quelle détermination de genre ou je ne sais pas quoi. Les genres, les seuls genres qui existent, hein, ce sont les genres littéraires. Hein. Est-ce qu'on est dans la comédie, est-ce qu'on est dans la tragédie, est-ce qu'on est dans le théâtre? Ça, c'est des genres qui sont fonctionnels puisque c'est des genres qui s'adressent au style et donc au sujet et il n'y a d'humain que de sujet. Donc ce qui est genre, en fait, c'est ça. Hein. Tout le reste, c'est vraiment de la fumisterie et ça fait vendre et ça fait du business pseudo-philosophique et universitaire, mais ça n'a aucune pertinence sur le plan analytique. Donc revenons-en à cette histoire de totem et tabou qui scandalise un peu Lacan, parce que comment Freud en arrive-t-il à pouvoir concilier donc ce mythe originel qui est le mythe d'Oedipe, qu'il attribue à Freud, hein, et dit le mythe d'Oedipe c'est le mythe de Freud. Là il rejoint ce que dira ou ce qu'aura dit, je ne sais pas si il s'inspire de Lévi-Strauss ou si il va influencer Lévi-Strauss, mais pour Lévi-Strauss, chaque lecture du mythe d'Oedipe, notamment le mythe d'Hamlet, est un mythe d'Oedipe ou un mythe d'Hamlet. D'ailleurs, le mythe d'Hamlet précède en quelque sorte le mythe d'Oedipe. Pas sur le plan chronologique, mais du point de vue de la structure. Et dans cette structure, on peut la retrouver avec l'histoire du père mort et du fils qui veut venger le père et l'oncle qui vient épouser la mère, etc. On peut le trouver dans de nombreuses structures. Donc en fait, ce qu'il met en place avec Totem et Tabou, ce que dit Lacan, c'est un mythe. Et un mythe auquel il tient plus qu'à tout. Parce que selon les témoignages, que ce soit celui de Jones ou celui de notre ami Reich, le Totem et Tabou était pour lui la chose sur laquelle il ne voulait absolument pas céder. Et ce qu'il fait de Totem et Tabou, au final, c'est, vous le savez, le meurtre du père primordial de la Horde par ses fils et
les fils le mangent, donc le dévorent. Donc, ce qui fait l'attachement immodéré de Freud à ce mythe fondamental, fondateur, c'est qu'il tendrait, selon Lacan, mais Lacan va plus loin, il dit que carrément il va en faire un élément réel, hein, c'est-à-dire en faire le réel. Mais il faut savoir ce que ça veut dire réel chez Lacan. Bon, c'est le cadre de ce séminaire. Hein. Réel, ça ne veut pas dire forcément quelque chose qui a eu lieu dans la réalité, hein. C'est quelque chose qui sous-tend la réalité, mais le réel, c'est quelque chose qui survient. Hein. Donc, le mythe d'Œdipe, même si Oedipe n'a jamais existé, il est plus réel que réel, puisqu'il vaut pour chacun de nous dans la structure même qu'il impose au langage. Et nous sommes avant tout des êtres de langage, parce que nous sommes assujettis au signifiant. Donc pour Lacan, le mythe de Totem et Tabou, il dit que Totem et Tabou est un mythe, et que Oedipe c'est le mythe de Freud, et Totem et Tabou c'est le mythe de Freud. Voilà. Et c'est pas pour autant que ça voudrait dire que c'est pas important. Au contraire, c'est-à-dire que le mythos, le mythe, c'est la parole en tant qu'elle est réelle. Alors je vous fais un petit rappel, je l'avais déjà dit, mais que dans la Grèce antique, il y avait 3 mots pour désigner la parole. Enfin, il y en a 4, mais le quatrième est moins important. Il y a le mythos, le logos et épos. Épos, c'est la parole en tant que le bruit qu'elle fait. Là, en ce moment, le bruit que je fais avec ma bouche, voilà, ça on peut dire que c'est considéré comme de l'ordre de la parole. C'est phénoménologique. Il y a le mythos comme parole fondatrice originelle, et il y a le logos comme la logique. Hein. Et le mythos, on peut dire que c'est des histoires fantastiques qui n'ont pas eu forcément lieu dans la réalité, mais qui façonnent et qui conditionnent notre rapport au monde. Et le logos, c'est ce qui, nettoyé du mythos originel, arrive à donner un arsenal conceptuel. Alors, si Freud tient autant à ce mythe de Totem et Tabou, c'est parce que son arsenal conceptuel est tellement logique, tellement impeccable, tellement d'une qualité de démonstration et d'une honnêteté infaillible que, évidemment, il en arrive à la fin à devoir coudre tout ça, et là, la logique elle-même est trouée. C'est-à-dire qu'il faut faire appel à un mythos, c'est-à-dire à une parole qui ne soit pas de l'ordre logique, c'est-à-dire hypothético-déductif, avec un principe de non-contradiction interne, etc. Et il faut raconter une histoire. Mais Lacan lui-même n'y échappe pas, parce que nous avons ici les 15 000 pages de Lacan. Vous pouvez étudier les 15 000 pages de Lacan. Vous n'y trouverez pas la moindre contradiction logique. Sur le plan de la logique et de la syntaxe, c'est absolument impeccable. Donc vous avez là affaire à un arsenal conceptuel qui est d'une logique implacable. Évidemment, tout ça, ça voudrait dire que la logique elle-même, l'ordre symbolique, est sans faille, sans trou. Eh bien non. La logique elle-même est trouée, est faillie. Et il faut un élément exogène, et là c'est le mythe, et Lacan, lui, prend le mythe de la lamelle, donc l'omelette, hein, l'omelette H-O-2-M-E-2-M-E-T-E, l'omelette lacanienne, c'est-à-dire le mythe de la libido freudienne, qui replace, lui, dans son histoire, qui lui permet de coudre et de faire un point de capiton, hein, à tout son arsenal conceptuel, qui est d'une immense rigueur logique. Sur le plan mathématique, sur le plan purement hypothético-déductif, sur le plan logique au sens de non-contradiction interne, vous pouvez y aller, c'est impeccable. Mais il y a la couture elle-même qui appartient à un autre monde, qui est le monde mythique. Donc le monde d'une histoire, comme ça, qu'on raconte, qu'on est obligé d'inventer. Alors Freud, lui, il invente cette histoire, qui est l'histoire du père de la horde primitive, pour expliquer que
les hommes, là, sont dans une forme de déficit de la jouissance. Ils n'accèdent pas à la jouissance. Il y a quelque chose qui leur manque. Et évidemment, c'est plus facile d'imaginer quand quelque chose vous manque que c'est quelqu'un qui vous l'a pris, que ça vous manque constitutionnellement, que vous êtes fait de manière, imparfaite, puisque le manque, c'est vraiment le signe de l'imperfection. Donc, il y aurait eu un père primordial, chef de la horde, le chef absolu, vous imaginez une espèce d'orang-outan immense avec plein de colifichets qui règne en maître sur toutes les femmes et qui possède toutes les femmes. Parce que vous savez que le fantasme masculin, c'est de posséder toutes les femmes. Hein. En gros, pour le dire très simplement, les hommes cherchent des femmes, les femmes cherchent un homme. Hein. La différence sexuelle, c'est rien de plus que ça. C'est-à-dire les hommes sont dans le fantasme du tout, de la totalité, et les femmes sont dans le fantasme de l'unité phallique qui va les signifier elles et elles seules. Donc, vous avez là le cadre idéal d'un mythe fondateur, inventé par Freud lui-même, le mythologue en chef, puisque c'est lui qui ramène Oedipe, le mythe grec, pour expliquer justement comment on peut en arriver là. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes vivent de manière disparate, privés de jouissance, il y a une sorte de malheur, et on présuppose donc, à partir de ce moment-là, qu'il y aurait eu un moment de véritable partage, c'est-à-dire celui de partager ensemble quoi? La culpabilité d'avoir tué le père et de l'avoir mangé, chacun sa part. Mais le problème, évidemment, c'est que le forfait étant accompli, eh bien, les femmes restent tabous. C'est-à-dire, on n'y accède pas plus qu'avant. C'est pas parce que le père y accédait, qu'on l'a tué, que maintenant on y accède. Donc le manque reste. Donc ça, c'est tout l'intérêt le génie de Freud, c'est de montrer que, en fait, grâce à ce mythe-là, on met en scène la possibilité d'une histoire, qu'elle ait eu lieu ou pas, n'a aucune importance, puisqu'elle est réelle. Elle est réelle, ça veut dire qu'elle existe en chacun de nous. Comment? Sous le signe de l'universalité. C'est notre universel. Et notre universel, c'est quoi? C'est le fait d'être assujetti au signifiant. C'est pour ça que Freud, qui est encore un petit peu là, soit dans l'ambiance jungienne, soit pas encore assez précis dans ses termes, parle d'une sorte d'inconscient collectif. Alors que vous savez que chez Lacan, inconscient collectif, c'est non seulement une contradiction in adjecto, mais c'est quelque chose qui marque une régression par rapport à la théorie analytique. Parce que il n'y a pas besoin d'être collectif a priori, comme cet ensemble de frères et de femmes, là, qui sont de manière disparate, exclus ensemble de la jouissance. C'est là où on fait la différence entre être exclus ensemble, du fait de faire une fraternité. Si on parle de fraternité, là, des frères, c'est que forcément, elle n'y est pas a priori. Voilà. Et c'est là où on peut revenir sur la Coupe du Monde de football d'hier, parce que, évidemment, qu'est-ce qui rend l'équipe de France sympathique? Alors, bien sûr, on passe l'anecdote que, bien qu'on aime bien la Croatie, l'ex-Yougoslavie, bien sûr, on a des amis et des gens très intelligents qui vivent là-bas, et donc, mais paraît-il que l'entraîneur croate aurait dit à ses joueurs, vous allez jouer contre l'équipe d'Afrique. Alors évidemment, ça nous révulse un peu, et on est content que cette équipe de France soit une équipe composée de plusieurs hommes venant d'horizons différents, et qu'unie au moins la langue française. C'est-à-dire que, normalement, en tant que sujet, ils sont français, parce que, comme dit Lacan, il n'y a de race que de discours, en vérité. Bien sûr qu'il y a des races, mais les races, elles ne sont pas fondées par la couleur de la peau, ou la revendication de telle culture.
elles sont liées à la manière dont le sujet est pris dans un discours. Donc il y a des races, ce sont des races de discours. Il y a 4 races de discours, plus une ultra dominante, donc la plus raciste de toutes, bien sûr, le discours capitaliste, puisque là, évidemment, on ne reconnaît même pas le terme de race. Parce que si on l'enlève du langage, c'est pas ça qui va faire disparaître les choses, au contraire. Donc, on est avec cette équipe de France, et on est dans cette communion, comme on l'a vu tout à l'heure, qui vient en lieu et place de la communication, une communion par l'émotion, et l'idée qui plane derrière ça, ça serait effectivement d'accomplir une sorte de fraternité. Évidemment, là, on est au premier niveau, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas l'arrière-plan. Hein. L'arrière-plan, c'est qu'est-ce que c'est que cette fête spontanée ? Qu'est-ce que c'est qu'une fête? Ben justement, c'est dans Totem et Tabou que Freud dit que la fête est un excès permis. Alors, est-ce que vraiment ce n'est pas à ça qu'on a eu lieu hier dans la rue de Paris, un excès permis, mais un excès permis? C'est-à-dire que où est passé le père dans cette histoire? Parce que est-ce que cette fête-là, originellement, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que ça a eu lieu dans l'histoire, chronologiquement, mais ça a lieu pour chacun de nous en tant qu'universel du signifiant, c'est qu'on fait la fête quand on a tué le père. Parce que l'ambivalence du tabou, l'ambivalence du totem, c'est que ce père-là, qui vient nous séparer en quelque sorte de la mère, puisque c'est le langage lui-même, il nous relie et il nous sépare, comme dit Lacan, la fonction du père, c'est d'unir le désir à la loi. Il est frappé d'une ambivalence radicale au départ, c'est-à-dire qu'on a une hostilité vis-à-vis du père qui se manifeste par l'affect contraire, un débordement d'amour et un amour immodéré pour le père. L'amour va au père. Hein, c'est la source de toutes les religions. Et c'est là d'ailleurs on peut faire une petite incise religieuse, parce que si le Dieu des Juifs, Yahvé, est effectivement une figure de père ambivalente, hein, en même temps crainte, respectée, mais méprisée par certains côtés, parce que c'est un Dieu jaloux, c'est un Dieu qui est ennuyeux, comme le père pour un névrosé, il est toujours marqué à la fois de toute puissance, et puis il a un côté ridicule. Donc on ne sait jamais sur quel pied danser, et cette ambivalence-là va donner lieu, chez nous, à cette ambivalence sentimentale, hein, de mépris du père, a priori, tout pour ma mère, comme dit Almodovar, hein, tout sur ma mère, et puis ensuite, évidemment, la culpabilité va faire que on va inverser l'affect et il va y avoir un amour immodéré pour le Père qui va donner justement le sacrifice chrétien, c'est-à-dire la deuxième religion des trois religions du texte, les 3 religions monothéistes. Nous avons donc la deuxième religion où le Christ, comme le remarque très bien Lacan en fait, mais déjà Hegel avant lui, ce qui meurt sur la croix, ce n'est pas le représentant de Dieu dans l'au-delà, c'est pas un Dieu immense et tout-puissant qu'on ne peut pas se figurer. Ce qui meurt sur la croix, c'est pas le Christ n'est pas son représentant. Il est lui-même le dire de l'inexistence de ce Dieu. Eli, Eli, lama sabachthani, mon père, ou Dieu, ou la divinité, ou Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut dire qu'en fait, le Dieu est impuissant. Donc, méprisable, forcément. S'il est méprisable, l'affect contraire doit se proposer, c'est-à-dire c'est un Dieu qu'on peut aimer, puisqu'on ne peut aimer que ce qui est fragile, faillet, méprisable. Sinon ce n'est pas digne d'amour. Donc dans la chrétienté, le Dieu lui-même en fait est un Dieu d'amour parce qu'il n'est pas tout-puissant. Ensuite, nous avons la troisième occurrence, l'islam, qui ne vient que 7 siècles après,
comme étant le troisième coup de théâtre, hein, comme au théâtre, vous avez 3 coups de théâtre avant que la représentation commence, donc vous avez le troisième coup de théâtre qui se fait un peu attendre, pour revenir à une situation antique, donc pour ceux qui n'ont pas compris le christianisme. Paradoxalement, je vais dire quelque chose qui va choquer beaucoup de gens, mais ça ne le dérange pas, c'est que pour comprendre vraiment l'islam, il faut passer par les 2 autres religions. Donc on peut dire que l'islam aujourd'hui c'est pas fait pour les musulmans en quelque sorte, hein. C'est-à-dire que ce qui est vraiment l'essence même de l'islam, c'est-à-dire l'altérité radicale qui reste l'autre en tant que l'autre provoque un auto-effacement du sujet lui-même, il faut passer par la judaïcité, la chrétienté, et ensuite on peut comprendre ça. On peut comprendre ça comme, je ne suis pas le premier à le comprendre, loin de là, hein, Ibn Arabi au Xe siècle avait déjà compris ça. Il ne peut y avoir d'islam véritable que autour du Golgotha, c'est-à-dire au lieu du sacrifice du Christ. Parce qu'il n'y a qu'à partir de là qu'on peut dissocier l'altérité radicale, l'autre en tant que dire, que Dieu, comme dit Lacan, parce que le dire n'est rien d'autre que le Dieu, c'est-à-dire le Dieu lui-même, c'est le dire, hein, au début était le verbe, on peut le dissocier de la fonction paternelle. Et d'ailleurs, c'est ce qui donne tout le problème avec les musulmans. C'est que Allah n'est pas directement représentable par une fonction paternelle. Mais ceux qui se disent musulmans aujourd'hui ne sont pas à la hauteur sur le plan de la lettre, c'est-à-dire de la connaissance précise des textes, de la théologie et de l'histoire à partir de laquelle on peut lire rétroactivement cette théologie, c'est-à-dire ce meurtre du Père ou de Dieu, et sa résurrection en tant qu'homme, parce qu'évidemment, vous l'avez compris, ce qui se passe entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est qu'il y a une inversion entre les deux. C'est que le Dieu qui meurt, hein, il est déjà mort dans l'Ancien Testament. C'est un retour par l'intermédiaire de la voix qui vient hanter. Donc là, on va parler tout à l'heure de surmoi, c'est ce qui reste de ce père-là. On va revenir sur des notions plus psychanalytiques et après on va finir avec Zizek et le paradigme hölderlinien. Mais vous avez effectivement, dans la première partie, la mort du Dieu, mais qui n'a lieu effectivement que dans le Nouveau Testament, dans la deuxième partie, puis sous la forme du Fils du Christ, parce que le Père lui-même, en fait, n'a jamais été observable dans la réalité, ni dans le mythe freudien, ni dans n'importe quel mythe, ni dans tous les propos théologiens. Il n'y a jamais eu quelque chose comme un père. Donc il y a une fonction paternelle, ce qui est très différent, et que certains hommes essayent de se mettre à l'équivalence de responsabilité de cette fonction-là. Ce qui est très rare, hein, très difficile d'être père. Il n'y a pas de mode d'emploi pour ça, hein, donc c'est toujours une faillite. Le plus grand d'entre tous lui-même n'y arrivant pas, on voit mal comment nous, on pourrait prétendre y arriver. Mais c'est cependant, justement, dans cette orientation-là, de devenir père, et c'est là où on peut jouer un peu avec les assonances de la langue française, on peut devenir père, P-A-I-R aussi, c'est-à-dire une sorte de parité avec les autres, qui justement n'est pas cette fraternité forcée, qui amène au déboire qu'on a vu, parce que évidemment hier l'envers, je vous disais, de la victoire et de la fête de la Coupe du Monde, c'est que ça, c'est l'envers du fait que ça y est, on est tous frères, on a tué le père qui détenait toute la jouissance. Mais le problème, c'est que cette illusion de jouissance ne dure pas. C'est un petit moment comme ça, une espèce de flambée, mais ensuite tout le monde retourne dans sa case, dans sa tristesse, dans sa condition humaine, bassement humaine, et la magie s'est évaporée, parce que nous oublions que, en fait, c'est l'envers de ce meurtre du père-là qui a été notre propre condition
a priori, d'être des enfants et de devenir les corps parlants que nous sommes. Alors comment relier ça maintenant avec le paradigme hölderlinien? Qu'est-ce que ça veut dire, le paradigme hölderlinien? Donc, là où croit le danger, croit aussi ce qui sauve. Alors, je trouve que Žižek est très très bon, en fait. C'est vraiment un penseur d'une très grande qualité. S'il ne se perdait pas de temps en temps dans des considérations médiatiques qui amènent à certaines confusions, je pense que vraiment, ces livres, en tout cas, dans ces livres, il ne se permet pas les écarts comme ça, il est très précis, très rigoureux, j'ai lu tous ces livres, je peux vous dire qu'il n'y a pas une erreur là-dedans. Il démonte, en fait, ce paradigme-là. Là où croit le danger, croit aussi ce qui sauve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons une dynamique à l'œuvre. Là où quelque chose croît, quelque chose grandit, ça veut dire que nous sommes dans une dimension temporelle avec une origine, un avant et un après. Donc nous aurions la simultanéité de deux principes, un qui serait le principe de la blessure, comme on a dans l'épée de Parsifal, hein, seule l'épée qui a causé la blessure peut soigner la blessure, donc là où croit le danger, croit aussi ce qui sauve, et simultanément vous avez le croit ce qui sauve, c'est-à-dire la possibilité de la guérison. Donc plus on s'approche, et on est pris nous-mêmes dans cette structure, la linguistique, c'est-à-dire plus le sujet qui entend ça s'approche de sa propre zone dangereuse, plus croit ce qui va le sauver. Et ça, le problème aussi, si on fait une autre petite assonance que nous permet notre langue française, c'est que ça nous amène dans une forme de croyance. Et cette croyance-là, c'est celle qu'il y aurait eu, au préalable, un paradis qui a été perdu. C'est-à-dire que même l'histoire du père de la horde primitive, c'est un paradis perdu. Ça voudrait dire qu'au départ de tout ça, au départ de toute cette histoire, il y aurait eu quelque chose de pur, de sain, d'originel, que d'une manière ou d'une autre, nous avons foutu en l'air. Hein? Fuck up, comme disent les Anglais, on a foutu les trucs en l'air. Donc, on serait parti d'une situation originelle viable, et il y aurait eu une merde, et on serait maintenant dans cette difficulté-là, parce qu'il s'est passé quelque chose. Alors évidemment, ce n'est pas totalement faux, hein. Il y a un moment de vérité là-dedans, si on l'entend bien. Mais la structure de cet énoncé linguistique nous convoque en tant que sujet à être toujours référent d'une situation originelle, paradisiaque, où les choses allaient bien. C'est-à-dire où on avait accès directement à la jouissance, avant qu'un père ne vienne s'interposer et prendre tout, où on avait accès à comme dans la Bible, hein, tout simplement, à la connaissance, avant que ce débile mental d'Adam se laisse influencer par Ève, bien sûr, hein, parce qu'il faut toujours qu'il y ait une femme là-dessous, pour croquer la pomme et nous mettre dans cette difficulté-là d'aujourd'hui de ne plus pouvoir avoir accès à rien. Eh bien, cette structure-là, elle est invalidée par la logique dialectique de Hegel. Logique et dialectique, en fait, ça devient un équivalent, un synonyme chez Hegel. Et évidemment, dans toute l'approche véritablement psychanalytique. C'est-à-dire que pour la psychanalyse, je vais commencer par là, l'objet est toujours originellement perdu. Il n'y a jamais eu de situation originelle, comme dans les Trimurtis indiennes ou dans tous les mythes existants où il y aurait eu un âge d'or, quelque chose où les choses se faisaient correctement, et puis d'un seul coup quelque chose qui se passe et plus rien ne marche. Voilà. Pour la psychanalyse, nous sommes a priori déjà dans une situation
de manque constitutif. Parce que la sexuation, c'est-à-dire ce qui vient nous couper, c'est en même temps ce qui nous rend sujet. Il n'y a pas de sujet. Le sujet, je vous rappelle, donc, c'est la possibilité de nous situer dans et par la parole, en plus d'être, d'une certaine manière, un manifeste organique, d'un certain réel organique. Il y a le fait que nous appartenons prioritairement à un ordre qui est celui de la parole. Nous sommes des corps parlants, et le fait de dire corps parlant, mais parlant en deuxième position, mais en fait dans corps parlant, c'est parlant le plus important. C'est que c'est la parole qui nous permet d'accéder à la notion même de corps, sinon nous n'accédons pas à notre corps indépendamment de la médiation du langage. Donc, en tant que corps parlant, nous sommes forcément déjà toujours a priori déjetés, dégénérés, hors d'eux, décentré, comme dit Lacan, notre sujet est décentré. Donc il n'y a pas de paradis perdu. Et c'est exactement la même chose que l'on retrouve chez Hegel au terme de sa dialectique. Le troisième moment de la dialectique n'est jamais autre chose que le deuxième moment, c'est-à-dire l'antithèse, mais c'est l'antithèse à partir de laquelle le sujet a opéré un déplacement, et c'est la même chose, mais c'est le sujet qui s'est déplacé. Et donc, au lieu de voir la chute, il voit la rédemption. Et de la même manière, aujourd'hui, nous sommes avec Hegel ou dans la psychanalyse, non pas dans un processus de, justement, de rédemption, c'est-à-dire d'un seul coup, il y a eu la punition et puis on peut être rédempté, etc. Non, on est dans un phénomène d'assomption, ce qui est aussi un terme religieux, c'est-à-dire qu'on est obligé d'assumer que le réel, c'est pas quelque chose qui arrive, qui surgit. Bien sûr que c'est ça, mais ce n'est pas que ça. C'est toujours quelque chose qui est déjà arrivé. Le réel, c'est le réel de la castration. C'est-à-dire que c'est le fait que nous sommes déjà tous, a priori, déjà castrés. Nous avons tous déjà vécu la castration. Nous sommes tous déjà déjetés, dégénérés et décentrés. Ce qu'il nous reste à faire, c'est d'assumer la réconciliation avec cette aliénation, de telle manière que nous arrivons à la notion de synthèse chez Hegel, une position subjective qui nous permet cette fois de vivre notre vie en étant conscient de ce qu'il en est de l'ordre de notre aliénation et de notre libération possible de cette aliénation. C'est ça ce qui s'appelle donc la passe en psychanalyse, c'est le savoir absolu chez Hegel, c'est-à-dire que ce n'est pas tout savoir, c'est le contraire de tout savoir, c'est savoir l'inconscient dont je suis le sujet, c'est-à-dire à partir de la manière dont je vais questionner les signifiants qui me sont propres pour pouvoir établir mon propre protocole de libération. Il ne peut y avoir de libération que du un par un. C'est pour ça que la psychanalyse est une science du particulier. Ça va opérer exclusivement dans la singularité et non pas de manière collective a priori. Alors comment vient le collectif? Alors on l'a vu, le collectif il est à l'origine puisque nous sommes a priori des êtres collectifs. C'est pour ça que nous sommes aussi sensibles au fait de pouvoir faire partie d'un collectif comme le propose de la manière la plus basique et la plus populaire un match de football, mais aussi à la fin. C'est-à-dire nous devons savoir que s'il y a une histoire du salut, ça ne peut être que collectif. Donc, d'une certaine manière, nous sommes toujours liés aux autres. On ne peut pas être dans le vrai, comme disait Merleau-Ponty, c'est impossible si je ne fais pas avec les autres. Donc, nous sommes, en tant que dans la dimension psychanalytique, à une articulation très précise de l'individu, du sujet et du collectif. Le sujet étant le terme médian qui vient nous permettre de réarticuler justement que le collectif n'est rien d'autre que le sujet de l'individuel.
peut-être une petite incise donc sur le matérialisme de Hegel. Alors ça, bien sûr, pour ceux qui connaissent les écrits de Lénine, les commentaires qu'il fait sur la Wissenschaft et la grande logique de Hegel, c'est-à-dire la science de la logique, en fait, il apparaît à Lénine lui-même, qui a lu et pratiqué et même mis en action la pensée marxienne. Il lui est apparu que à la fin, alors je crois que c'est en 1915, il est en exil en Suisse parce qu'il est pourchassé en Russie, et donc il lit à ce moment-là la grande logique, la Wissenschaft, la science de la logique, et il découvre que tout ce qu'on lui avait dit sur le fait que Hegel c'était un peu suspect par rapport à Marx parce qu'il était trop idéaliste, etc. En fait, il découvre lui-même et dit que Hegel c'est là le vrai matérialisme, et que celui qui n'a pas lu jusqu'au bout la science de la logique ne peut pas comprendre Marx. Et il démontre justement dans la lecture que ce dont je vous parle, c'est-à-dire la réconciliation avec l'aliénation, je vous le dis en termes psychanalytiques, ça c'est purement matérialiste, au sens où c'est pas la matière, les objets, les choses, c'est le matérialisme dialectique, c'est, comme dirait Lacan, le matérialisme, c'est la matérialité des mots eux-mêmes qui conditionnent notre sujet. Donc c'est en ça où la science de la logique de Hegel, la dialectique de Hegel, qui est celle sur laquelle s'inscrit Lacan pour pousser encore et faire un pas supplémentaire pour le sujet que nous sommes, pour saisir comment sortir de notre aliénation, à ce moment-là, on peut dire que Hegel est effectivement plus matérialiste que Marx. Parce que chez Marx, il y a effectivement un paradis perdu. C'est-à-dire que si on revient au premier Marx, en fait, il y a une considération entre, disons, le premier Marx qui disait que la Terre est le lieu naturel, normal, d'inscription des êtres humains. Donc, ils devraient s'y sentir chez eux et comme chez eux, et il n'y a pas de réserve à ça, la terre est bonne, elle est pour eux, etc. Donc, il y a une inscription d'un paradis originel qui aurait été perdu. À cela, Heidegger va opposer la notion de Dasein. Un Dasein, un être là, c'est quelque chose qui est marqué par une sorte de séparation du reste. C'est-à-dire c'est l'être qui est là, qui est séparé, qui est juste là. C'est l'être en tant que c'est là. Et ces notions-là, en fait, sont toutes les deux invalidées. Invalidées, c'est pas le terme exact. Mais disons, il y a une Aufhebung, Aufgehoben de ces notions-là par la notion de sujet chez Lacan. Parce que le sujet, justement, il n'appartient pas à ce monde-là. C'est-à-dire que c'est un peu comme dans le Christ, hein, mon royaume n'est pas de ce monde, c'est le royaume de la parole, c'est le royaume du sujet, c'est le royaume de la pensée, c'est ce qui est de l'ordre du signifiant, et c'est ce qui nous signifie nous. Et donc le sujet, c'est ce qui nous permet de retrouver à la fois dans la matérialité du langage, c'est-à-dire sa matérialité qui nous détermine et nous assujettit au signifiant, nos possibilités de désaliénation, c'est-à-dire de libération. Alors évidemment, dans l'histoire de ce père mort auquel je vous ai demandé d'accorder un minimum de crédit d'histoire, a priori, je vous raconte une histoire, c'est comme un conte, là, au coin du feu, hein, bien que le feu, là, ce soit plutôt la chaleur de l'été à Porto Vecchio, mais
L'histoire, c'est de considérer que cette Coupe du Monde de football qu'on a vécue hier a quelque chose à voir, cette célébration de la mise en scène forcée de cette fraternité qui n'existe pas, comme le rappel sans arrêt du meurtre du père primitif qui jouissait, lui, et empêcher les autres d'accéder à la jouissance. On a vu que c'est pas vrai, puisque c'est pas parce qu'il est mort que les autres y accèdent forcément. C'est même l'inverse qui se passe. Quand Dieu est mort, plus rien n'est permis. Donc, on en arrive à la notion de surmoi. C'est-à-dire que le vrai Père, qui est le Père symbolique, donc qui est le Père mort, qu'on soit d'accord là-dessus, puisque c'est là où la notion de Père, elle est cruciale, c'est le cas de le dire, elle est cruciale chez nous, on la sous-estime complètement. Vous savez que Jacques-Alain Miller a fait des trucs sur il padre basta dans tous les pays hispanophone pour dire le père ça suffit. Aujourd'hui on oppose cette espèce de pseudo-féminisme là illettré au paternalisme, etc. Et on est dans la pleine confusion, mais c'est la notion justement de père avec laquelle on a tous affaire, y compris et bien sûr les femmes, puisque femme, je vous le répète, c'est l'un des noms du père, donc de cette fonction père. Ce père-là qui est forcément mort, mais qui ne le sait pas lui-même, c'est ça chez Lacan qu'on retrouve, qui est déjà, disons, pas énoncé, mais approché par Freud. Mais aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, on croit que Dieu est mort, mais qu'il le sait. Mais en fait, que la castration, l'assumation de la libération pour nous, l'assumation de cette castration et son dépassement, c'est que l'autre lui-même sait qu'il n'existe pas, et en l'occurrence qu'il n'a pas existé. Et donc là, c'est le Père lui-même qui saurait qu'il est mort. Alors que dans nos sociétés, non, il ne peut pas le savoir qu'il est mort. Tout le monde s'imagine que lui, il sait. Mais c'est comme l'histoire du grain de maïs. C'est-à-dire que vous connaissez l'histoire du grain de maïs. C'est le patient qui dit écoutez docteur, ça y est, je suis guéri, je me prends plus pour un grain de maïs, je peux sortir. Alors, les signes sont bons de sortie, il sort et puis il le voit revenir un quart d'heure plus tard en disant moi je sais que je suis pas un grain de maïs, mais est-ce que les poulets le savent eux? Donc il y a là le fait de toujours l'autre. Le père, c'est un des noms de l'autre. La femme, on l'a vu, c'est l'autre. L'autre jouissance, c'est toujours la femme. Donc ce père mort, qu'est-ce qui lui reste en nous une fois qu'il est mort? Et même une fois qu'on sait qu'il est mort? Rien d'autre qu'une injonction à la jouissance perdue. C'est-à-dire jouis. Tu dois jouir. Jouis. Donc une injonction paradoxale dont on hérite et qui est le reliquat de ce père mort. Il faut d'abord réinscrire la possibilité du Père dans sa fonction, et je dirais dans sa fonction divine, déniée, et dans le sacrifice, et le fait qu'il est dévoré, qu'il soit dévoré par les fils, ou le sacrifice chrétien du Christ pour sauver, non pas les hommes, mais sauver l'idée de Dieu lui-même, pour avoir une chance de se libérer, cette fois, du surmoi. Parce que sinon, le surmoi va insister tout le temps sans que l'on sache que c'est un surmoi, et donc sans qu'on sache que son injonction est paradoxale. Parce que comme l'a bien remarqué Freud, plus tu obéis au surmoi, plus il en demande. C'est-à-dire que tu ne t'en sors jamais avec le surmoi. Par exemple, quelqu'un qui est un névrosé obsessionnel, qui va se laver les mains en permanence parce que dans son idée, dont il ne sait pas vraiment que c'est son idée, mais dans sa pensée ancienne, les mains sont sales parce que il y a de la masturbation derrière, et donc il va se laver les mains tout le temps. Il veut lutter contre la jouissance qui est liée à cette masturbation, et en se lavant les mains,
il croit qu'il fait comme Pilate, hein, qui se débarrasse du truc, mais pas du tout. Puisqu'il va retrouver de la jouissance à se laver les mains. C'est-à-dire la jouissance se déplace dans le fait de se laver les mains. C'est en ça où le surmoi, vraiment, maintenant, c'est ce avec quoi nous avons affaire, et je dirais encore plus dans nos sociétés capitalistes. Et sans la connaissance, disons, à la fois mythique et logique de ce que nous offre la psychanalyse, ça semble vraiment très compromis de pouvoir arriver à une libération. Parce que la libération, pour la psychanalyse, la désaliénation, elle passe, c'est d'ailleurs le mot que donne Lacan, c'est elle passe de manière individuelle. Donc on peut recréer un collectif qu'à partir d'un certain nombre de psychanalystes qui sont passés eux-mêmes. Mais psychanalyste, ça ne veut pas dire passer. Les 9/10 des psychanalystes que vous voyez, que vous entendez, ils sont passés nulle part. Il n'y a qu'à écouter ce qu'ils disent ou lire ce qu'ils écrivent, et vous verrez que ça reste quand même dans des zones où la confusion, justement, sur tous ces plans règne. On confond l'aspect politicien avec la politique, on confond le paradis perdu avec plutôt la rédemption avec l'assomption, etc. Se débarrasser du père ne nous débarrasse pas de notre culpabilité, parce que notre culpabilité, elle est constitutive dans la mesure où ça veut dire coupable, ça veut dire qu'il peut être coupé. Et nous sommes coupés déjà. Donc nous sommes plus que coupables, nous sommes coupés, donc, puisque nous sommes sexués. Et de ce fait-là, il faut faire avec ça. Donc l'idée de la psychanalyse, c'est pas de faire en sorte de se dire que ça n'arrive pas, c'est déjà arrivé. Comment faire avec ce qui est toujours déjà là, le réel? On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va?